et surtout sans attendre d'aller à Bruxelles. Et contrairement à ce qu'il avait dit dans la tribune du dimanche, il y a un mois, il avait dit je tirerai des élections à élections européennes ou sur européenne. Je rappelle que là, c'est le dimanche 9 juin, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, Apolline. Et c'est Jordan Bardella qui arrive en tête avec sa liste. Il obtient 32% des voix. Loin derrière, en deuxième position, Valérie Ayé pour le parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, avec 15,4% des voix. Juste devant, donc, Raphaël Glucksmann, 13,9%. C'est l'estimation de notre partenaire, Elab. Et on part... Elle a plus de 16 points d'écart entre Jordan Bardella et Valérie Ayé. Oui, on peut vous dire qu'au moment où les résultats se sont affichés dans cette salle de la Maison de la Mutualité, eh bien, il y a eu quand même des applaudissements assez nourris, on peut vous le dire. En revanche, aucun sourire, on n'a pas vu un seul militant applaudir avec le sourire. Il y a une forme aussi, il faut le dire, de consternation ici en quelques secondes, j'ai entendu plus de du Doune, sous-entendu Jordan Bardella, du score de Valérie Ayé. Et donc, effectivement, ici, c'est une grosse déception. On n'a pas encore vu arriver. Déjà, il faut acter la défaite d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fondu et je pense qu'il faut qu'il en retire la leçon. Je pense qu'il faut qu'il retire la leçon en retirant sa réforme de l'assurance chômage, en reconnaissant l'État de Palestine, en revenant sur sa réforme des retraites. Ensuite, deuxièmement, un mot de remerciement à toute cette jeunesse, à tous ces habitants des quartiers populaires qui étaient dégoûtés de la politique et qui ont choisi d'y croire à nouveau, qui se sont mêlés de cette élection, et c'est ça qui explique l'augmentation de la participation. Et puis ensuite, troisièmement, un message à d'autres. Regardez, on a fait plus qu'aux dernières élections européennes. Ça signifie donc qu'on fera plus à la prochaine élection présidentielle. Donc venez nous aider à construire ici à la force. Ça valide la stratégie de la France insoumise d'avoir beaucoup parlé de Gaza, de la guerre entre Israël et... Ah, écoutez, vous n'avez pas une stratégie. À partir du moment où vous avez un génocide sous les yeux, vous devez le combattre. Par contre, ce qui a cristallisé, c'est que la France insoumise a été la seule formation politique à être claire et à dénoncer clairement ce qui était en train de se passer. Et ça a cristallisé des choses et ça a symbolisé des choses. Le rapport entre des dominants et des dominés. Et je crois qu'il y a une colère qui est profonde dans le pays. Et je suis heureux que parmi la jeunesse et parmi les milieux populaires, il y ait beaucoup de personnes qui soient sorties pour aller voter dans ces urnes. On les en remercie et maintenant il faut qu'on soit encore plus nombreux parce qu'il faut construire l'après-Macron et nous on en est prêts. Et enfin, j'aimerais dire quelque chose. Je pense que Jordan Bardella va baisser parce qu'à chaque fois il annonce beaucoup trop et il se met à reculer. Je pense que Jordan Bardella va baisser et je veux qu'on en retire une leçon. Quand la jeunesse et quand les milieux populaires vont voter, ça fait baisser le Front National. Voilà la seule vraie stratégie qui permettra de battre l'extrême droite, continuer de convaincre dans le peuple. À la campagne que votre siège, votre élection était menacée. Oui. Là, ce soir, vous êtes largement élu puisque
c'est 9,5%. Quel est votre sentiment? Qu'on a réussi quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire gagner une bataille de narratif. Moi, j'ai pas arrêté de matraquer vraiment dans tous mes discours, qui est que la Palestine est un sujet européen. Et je crois qu'on n'a pas mesuré à quel point l'opinion était aussi en attente que ce sujet soit porté, mais sur du long terme, c'est-à-dire tout au long d'un mandat, pas juste de façon très ponctuelle, comme ça a été fait ces dernières décennies, et qu'on puisse vraiment le porter tout au long d'un mandat et de pouvoir avancer sur les perspectives politiques, parce que ce sujet touche énormément de monde et il est lié à l'histoire européenne. Il ne faut pas oublier qu'on a créé Israël en réponse à l'antisémitisme européen, que le sacrifice est demandé au peuple palestinien depuis 75 ans, et qu'il y a des mémoires qui s'entremêlent pour énormément de populations et qui se sentent liées à ce qui se passe là-bas. Donc oui, il y a des réelles attentes. Et est-ce que ce sport vous surprend? Est-ce que c'est une surprise ou vous étiez persuadé que vous feriez? Je ne sais pas si vous nous avez accompagnés au meeting ou si vous étiez présents, mais non, ce qui se passait sur le terrain déjà laissait présager quand même un score qui était bien au-delà de ce que prévoyaient les sondages. Donc voilà, ça correspond à ce que nous on a pu voir sur le terrain, et des salles de meeting qui étaient pleines, des caravanes populaires où les gens ont répondu présents, au porte-à-porte où les personnes étaient d'ores et déjà convaincues et prêtes à aller voter pour notre mouvement. Donc non, il y a une cohérence, j'ai le sentiment, entre le score là qu'on vient de voir et qui n'est pas définitif par ailleurs, qui va sûrement évoluer là sur les prochaines heures, et ce dont on a pu être témoin sur le terrain tout au long de cette campagne. Est-ce que ça valide aussi le choix qui a été fait par la France Insoumise et par vous notamment de beaucoup parler de la guerre à Gaza dans cette campagne? Ça vous a beaucoup été reproché par vos adversaires. Le génocide qu'a fait à Gaza, que j'assume et que je vais continuer à porter au Parlement. Oui, c'est ce que j'expliquais, c'est que le sujet c'était de porter une bataille de narratif qui est que la Palestine est un sujet européen. Et on l'a gagné cette bataille. Et maintenant, là, il faut l'incarner jusqu'au bout au Parlement européen. Et je pense que ce que je disais, c'est que les Français et les Françaises sont en attente qu'on puisse avancer sur une perspective réelle de paix et qui soit très concrète. Qu'on arrête avec les promesses qui épuisent tout le monde en réalité sur une solution à 2 États, mais qui concrètement ne voit pas le jour. Et là, maintenant, il faut aussi arriver à un terrain de sanctions à l'endroit de l'État d'Israël, qui va se jouer notamment sur le plan européen. Merci. Notre énergie, le combat continue.
Les amis, les camarades, le premier enseignement de cette élection ce soir, c'est d'abord la défaite et la déroute cinglante du macronisme. Leur score historiquement faible sanctionne une politique injuste et autoritaire. Ce soir, M. Macron n'a plus la légitimité pour poursuivre sa politique de raquette sociale qu'il avait prévue. Il doit renoncer à la réforme de l'assurance chômage et aux coupes budgétaires dans les services publics. Et il doit reconnaître l'État de Palestine. Au vu de leur score, il est désormais évident que le pays veut tourner la page de l'ère Macron. Et cette page ne doit pas se tourner avec le Rassemblement national et l'extrême droite. Ça aura été finalement dans cette élection le seul succès du macronisme dans cette campagne. Le Rassemblement national a été installé comme opposition favorite par le pouvoir en place, en reprenant des pans entiers de leur programme, comme sur la loi immigration. Au final, Emmanuel Macron, en les choisissant comme leur adversaire de confort, a été en quelque sorte le directeur de campagne d'Emmanuel Macron. Si l'on regarde le total des voix de l'extrême droite et la progression de ses idées prouvent que des pans entiers de notre système politique, médiatique et économique s'apprêtent à dire plutôt Hitler que le Front populaire. Et je ne peux m'empêcher ce soir de penser à l'immense responsabilité de tous ceux qui ont refusé notre liste commune, notre proposition de liste commune de la NUPES. Ils ont effacé l'acquis de 2022 et laissé le champ libre à l'extrême droite. Mais ce soir, notre peuple n'est pas non plus résigné. La formidable campagne que nous avons menée toutes et tous ensemble nous a permis de faire reculer l'abstention dans un certain nombre de pans de la société, en particulier la jeunesse. En particulier dans la jeunesse et les quartiers populaires. Et je veux leur dire qu'à chaque fois qu'ils se mobiliseront, nous ferons reculer l'extrême droite. Jeunesse de ce pays, c'est pour toi qu'on se bat. C'est pour toi qu'on se bat. Aujourd'hui, les premiers résultats nous donnent en nette progression par rapport à 2019 où nous avions obtenu 6% des voix. Nous sommes ce soir plus forts que nous l'étions en 2019. Et demain, au Parlement européen, oui, nous aurons plus d'élus pour mener la bataille, pour notre pouvoir d'achat, pour la paix à Gaza et pour la défense de nos emplois. C'est votre résultat. Alors, certains auraient aimé nous voir disparaître de cette élection, mais nous sommes là, nous tenons bon. Et je veux dire aujourd'hui aux millions de personnes qui ont voté pour nous que nous serons encore là demain et que ce résultat est celui d'une campagne qui a été à la fois complète en traitant la question du pouvoir d'achat, la question de la protection de nos emplois et de l'agriculture, mais aussi celui d'un cessez-le-feu à Gaza. Cette campagne, c'est le résultat d'une campagne qui a été collective, qui a été combative et qui a été positive. Positive parce qu'elle est tournée vers l'avenir, vers la participation, vers la jeunesse et vers ce que, ensemble, nous allons construire demain. Alors, l'après-Macron est déjà et maintenant commencé. Et je veux le dire haut et fort, l'après-Macron n'appartient pas au Rassemblement national. Alors, j'en appelle à tous ceux qui se sont mobilisés dans la jeunesse, dans les milieux populaires, à s'engager à nos côtés pour amplifier et élargir la dynamique de l'Union populaire. Il nous revient à nous,
la responsabilité de construire cette majorité dans l'action et dans les urnes et de proposer un chemin vers la victoire aux Françaises et aux Français pour 2027. Tous les futurs sont donc possibles dans la grande bataille qui s'annonce face à nous pour 2027. Notre ambition n'a pas changé. Elle est de disputer l'après-Macron au Rassemblement national. Camarades, amis, au peuple français, oui, soyez sûrs, le tour du peuple viendra. J'y mettrai toute mon énergie. Nous y mettrons avec nos nouveaux élus au Parlement européen toute notre énergie. Le combat continue. Lâchez rien. Mesdames, Messieurs, chers camarades, chers concitoyens, vous tous qui m'écoutez à cet instant, vous avez compris comme moi, après les résultats tels qu'ils sont annoncés, et alors même qu'ils sont très incomplets, que la France est entrée dans un nouveau moment politique, au pire moment, si j'ose dire, puisque dans toute l'Europe, les forces du nationalisme, du racisme, bref, de l'extrême droite, ont marqué des points considérables dans cette élection. Dès lors, le président de la République, qui vient de subir un revers absolu, puisque la liste aux élections européennes dont il était l'organisateur, le directeur de campagne, le fournisseur d'arguments, le choisisseur de candidats, a subi un terrible revers, un effondrement, puisque voici qu'il ne représente plus que 7% des inscrits, 14% des suffrages exprimés, dans un écart de voix considérable avec le premier parti de cette élection, qu'est le Rassemblement national. La signification d'un tel événement n'est pas seulement politique, elle est culturelle, philosophique, morale. Ce ne sont pas des partis qui s'affrontent entre eux,
que vous avez sous les yeux. C'est en définitive 2 visions de la vie en société, peut-être même 3, mais en tout cas des façons de voir qui sont au fond inconciliables. Est inconciliable la vision d'une France dont seraient éliminés ceux qui appartiennent à telle ou telle religion ou qui ont telle ou telle couleur de peau ou qui ne correspondent pas aux normes fixées par la bonne société. Et cette France, la nouvelle France, qui s'est constituée au cours des 2 dernières générations, par le travail, par l'effort, par l'éducation, dont les parents émigraient des autres continents, mais aussi des autres provinces de France, se sont rassemblés dans ces grands ensembles urbains que l'on voit partout sur notre territoire. La nouvelle France a subi ce soir, sans aucun doute, un très grand revers, avec le résultat que vous avez vu. Mais dans cette circonstance, le président de la République, qui représente l'autorité la plus importante du fait des institutions de la Ve République, n'a nullement mis son propre mandat en jeu, ce qui eût été une logique de situation, puisqu'il demande au peuple de choisir quelle orientation il veut voir appliquée. Il peut envisager que celle que lui a proposée est refusée par tout le monde. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a choisi de dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire de renvoyer chez eux les seuls qui avaient une légitimité jusqu'à cette heure, plus grande que la sienne. Mais il faut bien admettre qu'il a eu raison de dissoudre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus aucune légitimité pour continuer la politique qui est la sienne. Il n'a plus aucune légitimité pour continuer le système de la maltraitance sociale généralisée à laquelle il se livre. Au nom de quoi, après avoir infligé 2 ans de travail de plus aux salariés de ce pays, sans aucun vote des assemblées, pourrait-il de surcroît maintenant à nouveau décider de réduire les allocations chômage, etc., etc., etc. Au nom de quoi aurait-il le droit de continuer à une inactivité dans le domaine de la lutte contre le changement climatique qui lui a valu déjà d'être condamné par la justice à plusieurs reprises? Et surtout, au nom de quoi aurait-il le droit de nous engager davantage dans une direction dans laquelle le peuple français, j'en suis certain, ne veut pas aller plus avant, c'est-à-dire la voie de la guerre, c'est-à-dire approfondir la présence militaire en Ukraine dans une logique d'agressivité contre la Russie qui a été reçue comme telle par celle-ci. Exposer davantage les 2000 militaires français qui sont exposés sur le front de l'Est. Voici pour l'Ukraine et la Russie la menace de guerre sur notre continent. Mais quelle légitimité a-t-il encore pour abandonner davantage le Liban aux agressions dont il fait l'objet? Quelle légitimité a-t-il pour continuer à refuser au peuple palestinien les moyens du droit de survivre au moment où il subit un génocide et que la France reste inactive, ce qui est une honte? C'est à nous maintenant de rappeler que quoi qu'il arrive et quel qu'en soit le résultat, il n'existe à notre disposition aucun autre moyen sérieux et immédiat de tout changer que d'utiliser les bulletins de vote. Et puisqu'il y a une élection, de réaffirmer très haut et très fort que quand on est insoumis et insoumise, on ne craint pas le peuple. C'est le contraire. On a confiance en lui. Évidemment, je ne peux manquer de souligner la responsabilité désastreuse de tous ceux qui nous ont refusé la possibilité d'entrer dans cette bataille unis en sorte que nous ayons pu disputer
au Rassemblement national la tête du résultat. Ceci a eu lieu, mesdames et messieurs. Ceci s'est passé sous vos yeux, mesdames et messieurs. Et par conséquent, je suis dans l'obligation de vous redire qu'aucun danger ne justifie qu'on renonce à essayer de le surmonter. Je veux dire que les élections ne sont pas seulement des compétitions, ce sont des objectifs d'une nature qui dépasse les individus et les partis. Quelle France voulons-nous? C'est cela la question qui est posée. La nouvelle France doit se dresser, et si elle ne le fait pas, alors elle aura le sort qu'elle mérite, car les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent, dès lors qu'ils ont la possibilité de les choisir et qu'ils les choisissent n'importe comment. Nous avons gagné le premier tour de l'élection législative de 2022. Nous pouvons le gagner de nouveau. Si nous sommes capables de comprendre que la France n'attend pas des embrouilles, des parlottes, des bavardages, des systèmes de combinaison et des alliances qu'on trahit à la première occasion, comme nous venons de le voir. Notre peuple tout entier, et toi, la jeunesse du pays, qui bien sûr, cette fois-ci, a déjà fait un effort en entrant dans la lutte, en allant poser tes bulletins de vote. Et comme vous le verrez tout à l'heure, quand on aura les résultats complets, vous autres, le peuple des villes, des banlieues, vous autres, le peuple de ceux qui dépendent absolument de leur travail, des réseaux du collectif pour vivre et survivre, il vous faut maintenant vous emparer du problème qui vous est posé. Appropriez-vous la France, faites-en votre patrie. En définitive, je redis quelle est notre vision de la nation et du peuple. Le peuple n'existe que quand il réalise son unité pour agir. Et cette unité pour agir n'est possible que dans la défense des intérêts qui le constituent comme tels, des choses simples que nous demandons à l'existence. Non pas des grands projets fumeux, le droit de se nourrir correctement, d'être soigné quand on est malade, d'avoir ses enfants éduqués, d'être logé décemment, de pouvoir vivre une vie décente, c'est-à-dire une vie dans laquelle la culture est possible pour tout le monde et la joie de vivre à la portée de chacun. Voilà, mesdames et messieurs, comment le peuple peut réaliser son unité, c'est en partant des revendications qui le rassemblent. L'unité sur ses revendications et son programme constitue le peuple. Et lorsque le peuple s'empare de son propre avenir ensemble, alors il constitue la nation. Le peuple, la nation et le programme sont trois éléments indissolubles. C'est pourquoi nous allons marcher fièrement, une fois de plus, en disant ce qui compte pour nous. La première des choses, c'est que nous n'acceptons pas l'institutionnalisation progressive, infernale qui s'est effectuée, notamment depuis les 7 derniers mois, du racisme comme un ordre ordinaire des choses, une manière de combattre un racisme, l'antisémitisme, qui en réalité est apparu maintes fois comme une manière d'en promouvoir un autre, le racisme islamophobe, anti-arabe, anti-je ne sais quoi, qui pourrit la vie de ce pays. L'unité du peuple français se constitue d'abord dans le refus du racisme et deuxièmement dans la lutte contre toutes les discriminations sociales, de genre et ainsi de suite. Et enfin, par la prise en compte jusqu'au bout de l'intérêt général humain, nous ne pouvons pas faire continuellement comme si la planète n'avait pas d'ores et déjà pris feu. Voici tout ce que vous savez déjà. Dans quelques heures, vous verrez, après qu'on ait dépouillé les votes des grandes villes, vous verrez quelle force
nous sommes capables de rassembler. Et cette force, elle ne m'appartient pas, elle n'appartient à aucun d'entre nous, à aucune d'entre nous. Elle appartient à la patrie commune que constituent les êtres humains quand ils font peuple sur leur intérêt général. Vive la France, vive la République!